Trader les supply and demand, c'est trader des zones qui ont démontré l'intervention d'acteurs majeurs, des vendeurs quand on parle de supply, des acheteurs quand on parle de zone de demande. Des ventes, des achats réalisés en fait par des gros capitaux, la smart money, les institutionnels. Alors comprendre comment fonctionnent les supply and demand institutionnels peut vous aider de 1 à trader avec la smart money et non contre celle-ci, et de 2 à trouver des opportunités avec des ratios risque-gain bien plus importants que des trades standards. Et quand on trouve ces zones institutionnelles, on s'attend la prochaine fois qu'elles sont retestées à une certaine réaction. Pourquoi? Réponse dans cette vidéo. Mais de manière générale, quand on trade en dehors de ces zones institutionnelles, les choses sont plus souvent compliquées. C'est comme si un peu on tradait en plein milieu d'un range, on a plus 50-50 en termes de probabilité de succès, alors que si vous tradez ces zones institutionnelles, ça peut changer la donne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 8 clés du trading supply and demand institutionnel, comment dessiner simplement les zones supply and demand, comment trader les zones supply and demand avec point d'entrée et point de sortie. Et enfin, vous allez aussi découvrir c'est quoi la réalité du trading supply and demand, chose qu'on voit moins souvent aussi. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, et c'est parti pour un nouveau tuto. Déjà pour démarrer, un point essentiel. Qu'est-ce qui fait bouger réellement les marchés? Les marchés comptent des millions et des millions de participants qui prennent aussi des millions et des millions de trades, d'ordres placés sur les marchés ou d'ordres exécutés directement au marché. Le tout pour un tas de raisons, pour leurs intérêts, pour la spéculation, pour leurs décisions en termes d'investissement et de spéculation, bref, tout ça crée l'order flow, le flux des ordres qu'on va retrouver sur la bourse, sur les marchés. Tout ça, ça va se traduire et ça va s'imprimer sur nos graphiques de trading. Ça va nous dessiner des chandeliers japonais, ça va nous permettre d'analyser le price action, le comportement du prix, et ça nous permettra de trouver des zones favorables à des réactions suite à la trace laissée par les acteurs de marché majeurs, la smart money. C'est là d'où découlent bien sûr les zones supply and demand institutionnelles. On rentre vite dans le sujet de cette vidéo avec déjà les 8 clés du trading des supply and demand institutionnels. Clé numéro 1 pour bien trader les zones supply and demand, le retournement de la tendance. Quand vous allez retrouver des zones supply and demand basées sur un retournement de tendance, c'est-à-dire le point d'origine qui va susciter carrément le retournement de la tendance et de la structure sur le marché, vous vous doutez bien que derrière, il y a l'intervention de la smart money, des institutionnels, et ça laisse une trace importante. Donc quand on va être capable de revenir sur la zone en question, on s'attend normalement à de fortes réactions par rapport à cela. Exemple immédiatement de ce que j'entends par retournement, bien sûr, ici, on peut parler dans le langage de la smart money aussi ici, et bien tout simplement de change of character, qui va nous permettre sur des time frames importants ici de voir un changement de tendance se réaliser. Donc typiquement ici, on arrive par le haut, tout simplement avec cette tendance-là, comme ça, et bien on a un change of character par là qui peut représenter le premier élément clé aussi pour se dire, tiens, on va avoir un changement de tendance et à ce moment-là, on aura des choses intéressantes. Soit on reviendra sur la zone initiale, soit on reviendra sur d'autres zones. Vous allez voir qu'on n'est pas obligé de revenir forcément immédiatement sur la zone initiale. Ça peut se jouer bien sûr dans le temps, puisque ici on parle de la smart money. Des institutionnels, ils ne sont pas à la journée près, ils ne sont pas bien sûr au mois près, ils peuvent tenir des positions en négatif aussi sur le long terme pour un jour pouvoir revenir les fermer. Je voulais vous parler de ce concept-là dans cette vidéo, puisque c'est un concept essentiel aussi pour bien comprendre les zones supply and demand, et ça rejoint également les vidéos que je vous ai fait dans la playlist Smart Money que vous retrouvez déjà dans le descriptif de la vidéo, avec les fameuses order blocks, les zones optimisées de supply et demande. Clé numéro 2, et c'est encore mieux, c'est la cassure de structure. La cassure de structure qui va venir confirmer tout simplement qu'on a véritablement plus fait qu'un retournement de la tendance et qu'on est dans le développement même de cette nouvelle tendance. Pour revenir donc sur cet exemple, on va pouvoir, après ce choc ici, voir par la suite se développer justement sur le marché également de la cassure de structure. Donc là, on pourra plus parler de boss, break of structure. Je vous rappelle que le change of character, c'est la cassure de la première structure et en fin de compte, derrière, d'une structure bien sûr déjà importante et du coup pertinente, on parle de ce niveau-là, mais que derrière, bien sûr, le break of structure défini dans la Smart Money Concept en tant que boss, bien sûr, c'est tout simplement la même chose, mais dans un marché qui évolue déjà dans une tendance SMC, dans un biais directionnel, que ce soit la hausse d'ailleurs ou la baisse. Donc là, on retrouve déjà les deux premiers éléments qui susciteront des zones de supply and demand déjà plus pertinentes et beaucoup plus associées potentiellement à l'intervention de la smart money, c'est-à-dire des institutionnels. La clé numéro 3, essentielle également, la prise de liquidité. Je vous ai fait des vidéos sur l'inducement et sur la liquidité dans la playlist, une fois de plus, SMC.
c'est un élément essentiel, c'est ce qui va nous donner du fuel aussi pour pouvoir mieux encore aller déclencher les ordres nécessaires et vraiment définir le mouvement qu'on attend derrière, idéalement côté bien sûr des institutionnels de la smart money. Donc ce qu'on va aimer retrouver ici pour le coup, c'est la prise de liquidité typiquement sous un creux majeur, là où potentiellement sera placé pas mal de tout simplement ordre de stop, hein, tout simplement. Ici, ce sera assez intéressant à venir déclencher cette zone-là pour enfin revenir sur la zone de demande. La zone qui peut même d'ailleurs s'associer bien sûr avec un order block pour mieux définir encore cette zone. Et à ce moment-là, on aura plus de probabilité d'avoir vraiment aussi bien sûr derrière le déclenchement du mouvement attendu dans une tendance déjà bien sûr présente. Clé numéro 4, l'emploi des grandes unités de temps. C'est essentiel également, bien parce que tout simplement, il faut savoir que les institutionnels, la smart money intervient avec des gros capitaux. Ils ne peuvent pas déjà intervenir en une seule fois, on va le voir dans cette vidéo, mais concrètement aussi, eh bien, ils vont intervenir sur des grands horizons de temps, parce qu'ils ne vont pas s'amuser forcément à les scalper du M1, etc., vous en doutez, ils vont être sur des unités de temps plus grandes. Ça veut dire que tout simplement, vos zones supply and demand institutionnelles seront nettement plus pertinentes aussi sur des grandes unités de temps. Alors, on parle de quoi quand on parle d'unités de temps importantes? On va parler tout simplement de graphiques comme par exemple du daily, donc du D1, ou encore du graphique H4. On va aussi pouvoir regarder des choses sur les graphiques horaires, mais après ça va commencer à devenir déjà des zones nettement plus petites. Mais tout ce qui est journalier, graphique H4, graphique horaire, c'est déjà pas mal. Après, pour des zones encore plus importantes, bien sûr, vous avez le weekly, hein, donc le W1, c'est-à-dire du graphique hebdomadaire, chaque bougie représentant une semaine. On peut même pousser sur du monthly si on est prêt à faire vraiment fonction de gros mouvements qui prendront, attention, beaucoup de temps avant de se développer quand même, puisqu'on parle de chaque bougie représentant quand même un mois entier. Donc les grandes unités de temps, vous les avez ici. Bien sûr, ça aide à trouver des zones bien plus pertinentes également pour faire du trading. Mais bien sûr, gardez aussi à l'esprit que plus vos zones seront majeures et importantes, plus vous serez peut-être dans du swing trading plutôt que dans du day trading, hein. Donc il faut mettre les choses en perspective. Les zones correspondantes avec votre swing trading, avec votre day trading, avec votre scalping, si vous faites les trois, si vous en faites un des trois ou même 2 sur 3. Clé numéro 5, ici, l'alignement des unités de temps. L'analyse multi-time frame est une des clés du succès pour ma part, je le pense vraiment dans le trading. Et le trading de zone supply and demand institutionnelle ne fait pas exception. Vous voyez ici cet exemple théorique. Imaginons que par exemple tout ça soit décliné sur du graphique par exemple H4. Eh bien, je voudrais m'assurer tout simplement que le graphique supérieur ou même les deux graphiques supérieurs, c'est-à-dire le daily ou le weekly, on peut faire son choix et on le met bien sûr dans le backtest pour savoir qu'est-ce qui est mieux selon l'approche de chacun aussi, et surtout sur le long terme. Et bien du graphique H4 pour représenter ce qu'on a ici, je voudrais que ce soit en alignement idéalement par exemple avec du graphique weekly, pourquoi pas. Pourquoi un décalage et pas le graphique daily directement? Eh bien il faut un peu de décalage justement entre les deux graphiques pour qu'on ait le temps d'observer bien sûr un change of character, des BOS, etc., des prises de liquidité intéressantes pour retour sur zone de demande. Tandis qu'on a quand même bien sûr la tendance qui reste effective et pertinente sur le graphique supérieur, c'est-à-dire ici, pourquoi pas le graphique hebdomadaire, le graphique weekly. La clé numéro 6, c'est un filtre complémentaire qui peut vous aider à bien sûr travailler des zones de qualité, c'est le premium et le discount, hein. J'ai fait une vidéo spéciale là-dessus sur la chaîne YouTube également, donc n'hésitez pas à la regarder. La clé numéro 7, ici, pour bien trader les supply and demand institutionnels, c'est idéalement d'avoir des zones supply and demand justement restées intactes. Ça veut dire qu'elles n'ont jamais été retravaillées. En anglais, on appelle ça des zones supply and demand unmitigate. Donc typiquement, avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, vous vous doutez bien qu'on peut avoir une zone ici de supply ici, comme ça, présente. Idéalement, vous voyez, si le prix n'a jamais touché la zone auparavant, c'est un signe également possiblement de meilleure qualité, de meilleure pertinence. Donc à partir de là, si par exemple on était déjà venu faire un toucher comme ça, en fait on serait venu mitigate un petit peu ici cette zone de demande en fait, et à partir de là, elle serait possiblement de moins grande qualité, de moins grande pertinence. À partir de là, on ne l'a pas touché ici, on vient la toucher ici, et idéalement la réaction se fait ici dans un monde parfait bien sûr de trading, supply and demand. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe aussi dans la réalité et l'effet concret bien sûr de ce trading supply and demand sur les graphes dans un instant. Huitième élément et non des moindres, la confirmation dans la zone. Et oui, si on n'attend pas de confirmation, eh bien on a moins de probabilité de succès puisque c'est un trading plus agressif. Je m'explique tout de suite. C'est pas parce qu'on a ici plein de choses qui se mettent en place pour un scénario possible de rebond dans la zone vis-à-vis justement de cette zone de demande pour un rebond comme ça,
que c'est obligatoirement le cas. Il n'y a rien de 100% en trading, pas de taux de réussite à 100%, pas de scénario qui se réalise 100% du temps, etc. Donc à partir de là, on peut très bien avoir cette zone qui soit franchie, qui soit traversée sans même s'en soucier. Ça, il faut en être conscient, c'est important. D'où le 8e élément clé pour trader les zones supply and demand institutionnelles de la bonne manière aussi, c'est tout simplement de se dire que si on a quelque chose qui vient dans la zone en plus confirmer le potentiel rebond, on a d'autant plus de probabilité de succès. Et à partir de là, ça va prendre plusieurs visages. Je vais vous en parler dans un instant. Donc au final, bien sûr, vous en doutez, ce genre d'exemple, ça donne quelque chose comme ça, où on peut avoir un stop un petit peu protégé quand même sous le creux ici, et du coup, on pourrait, pourquoi pas, aller chercher des targets théoriques sur le test du sommet, puisqu'on est dans une tendance haussière, on est aligné avec la tendance des unités de temps supérieures, et notamment ici, on a bénéficié d'une manipulation, d'une prise de liquidité pour revenir refermer des ordres dans une zone de demande, et en fin de compte repartir dans le mouvement initial pour continuer bien sûr la progression plus haut. Alors, il faut quand même bien comprendre comment on va pouvoir concrètement dessiner les supply and demand institutionnels. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. À partir de là, je voulais partager avec vous deux facteurs très simples. Vous allez pouvoir dessiner une zone supply et demande à partir d'un range qui va se composer de plusieurs bougies, ou même seulement de 2 ou 3 bougies. Je vous montre rapidement ce que j'entends par, du coup, justement, ces deux façons de faire. Ici, vous allez avoir quelque chose de très simple. Vous allez avoir justement cette formation à l'aide de 2 ou 3 bougies seulement. Donc là, on parle même que de 2 bougies. On parle de cette bougie ici, qui est le dernier point bas avant la hausse. Et du coup, on regarde aussi cette bougie-là, qui est une bougie importante également, puisque c'est la bougie qui va nous permettre de voir un mouvement violent, un mouvement important, qui va traduire l'intérêt de la smart money sur du coup la progression et l'appréciation de cette paire Forex USD JPY à ce moment-là sur un graphique weekly. Et du coup, ça nous emmène même directement sur la cassure suite à la bougie suivante de la structure également. Donc ça, très intéressant. Je rappelle ici, je ne l'ai pas mis dans les 8 facteurs parce que je vous en ai déjà parlé lors de la vidéo précédente, la présence d'imbalance, très important également pour traduire que ce mouvement est rapide, violent et qu'il laisse justement la possibilité par la suite d'être retracé, d'être comblé par la suite, en tout cas retravaillé, mitigé comme on dirait en anglais, pour ensuite bien sûr fermer des ordres de la smart money. On va en parler dans un instant, mais ici, très important, bien sûr, je le rappelle, c'était dans la vidéo précédente, donc je l'ai pas remis dans les 8 clés ici, qui sont 8 clés complémentaires pour un meilleur trading des zones supply and demand. Donc à partir de là, ce qu'on regarde, c'est le tracé vraiment de cette zone ici, qui pour le coup se dessine entièrement avec l'ADN d'un order block. Je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez voir et comparer bien sûr ces choses-là. Mais pour le coup, voilà ici, à l'aide donc de une ou deux bougies uniquement, comment tracer une zone de supply très propre, très claire ici. On a un autre exemple d'ailleurs sur ce graphique que je vais pouvoir vous montrer par exemple ici. Là, ça va être à l'aide de plusieurs bougies, ça va être ces bougies ici. Hop, vous allez retrouver donc ces bougies ici qui créent en fin de compte un certain range. Sur des time frames inférieurs, on est dans un range, on peut même d'ailleurs resserrer un petit peu, vous voyez les 3 points de test sur la borne basse, un petit peu comme ça, hop, avec des tests ici, des tests aussi par là. Sur les time frames inférieurs, en fait, toutes ces bougies-là correspondent à une consolidation, à un range. Donc c'est pour ça que c'est l'une des façons d'identifier aussi des zones de demande. Ensuite, on a notre espace imbalance qui se trouve être ici, moins flagrant que sur l'exemple précédent, mais on a ce concept ici qui est respecté aussi. C'est juste que du coup, la base littéralement de cette zone de demande, puisque là c'est un exemple zone de rebond possible, et d'ailleurs qu'on a juste là, eh bien c'est la possibilité de se faire sur plusieurs bougies, pas juste une ou deux bougies, mais on peut avoir plusieurs bougies qui créent une zone de range et en fin de compte qui nous permet de ressortir, pareil, casser la structure précédente, continuer avec une zone aussi bien sûr ici d'imbalance qui est créée, un autre élément important pour justifier également d'une zone possible de bonne qualité aussi. Alors, comment trader les zones supply and demand institutionnelles? 3 façons très simples, une fois de plus, ici, d'exécuter son trading sur les supplies, sur les demandes institutionnelles. On va avoir la possibilité de placer un ordre en attente. L'ordre en attente, c'est la première façon d'intervenir vis-à-vis de ce genre de choses. Alors attention, je vous le disais tout à l'heure, la confirmation dans la zone, c'est toujours un plus. Donc à partir de là, je suis beaucoup plus déjà friand de la solution numéro 2, bougie de confirmation. Une formation d'un chandelier japonais pertinent dans une zone de supply pour du rejet ou une zone de demande pour du rebond peut augmenter vos probabilités de succès dans votre trading supply and demand. On a également ici la solution numéro 3, ce qui fait beaucoup plus écho au fait de vouloir sniper le marché, c'est-à-dire de travailler
de manière à rentrer sur des plus petites unités de temps, trouver une opportunité qui nous donnera un ratio risque-gain encore plus grand. Et à partir de là, du coup, on a cette solution également qui fait aussi partie ici d'une de mes solutions favorites. Pourquoi? Ben parce qu'on a également tout simplement aussi une confirmation dans la zone. C'est pas juste un ordre en attente, on se dit que ça va réagir, ça va rebondir, ce sera bon. On va attendre de voir la réaction du marché dans la zone. Il y a des avantages et des inconvénients à cela, bien évidemment. On peut passer à côté de certains trades, mais on peut aussi, bien sûr, éviter des trades perdants. Donc, il y a toujours avantages et inconvénients dans chaque solution qu'on choisit en trading. Alors, où et quand prendre ses profits avec le trading supply and demand? On l'a vu rapidement sur les graphes et on va repartir dessus. Je vais vous montrer deux, trois choses. Mais grosso modo, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous avez la façon risque-gain ratio fixe, où vous allez vous dire, je vais toujours vouloir gagner une fois ce que je risque, deux fois, trois fois ce que je risque. C'est ce qu'on appelle le risk ratio, risk reward en anglais, le fameux RR. Quand on parle d'un RR de 3, c'est qu'on a gagné trois fois plus que ce qu'on a risqué sur le trade. Et du coup, les ratios importants sont très souvent synonymes de trading de zone de supply and demand, puisque ça fait partie de l'un des avantages de cette approche. Vous allez également pouvoir avoir la solution sortie sur le sommet ou le creux de référence par rapport à la structure du marché actuel. Et on a une solution un peu plus hybride que je vous réserve sur les graphiques dans un instant. Justement, il est temps de revenir sur les graphiques pour des exemples de stratégies de trading basées sur les supply and demand institutionnels. Et pour ça, on est de retour ici sur le graphique. Donc, je voulais vous montrer des exemples également ici sur les zones de demande, notamment sur l'USDJPY avec des horizons de temps importants comme du weekly. Donc cette zone qui est juste très très propre, ici on va un petit peu la définir comme on l'a défini du côté bien sûr de l'exemple théorique tout à l'heure. Donc déjà pour démarrer ici, on est sur une tendance haussière, donc là on est déjà élancé, on n'a même pas besoin de voir un choc puisqu'il s'est fait bien plus bas le choc ici. Ce qu'on va pouvoir regarder directement, c'est donc cette poursuite de la tendance avec ici ce qu'on va retrouver être présent juste ici, un boss, break of structure. On est déjà, donc, comme je disais une fois de plus, dans, oups, voilà ici, la tendance. Donc là, on a un BOS, break of structure. On continue de casser la structure, c'est plutôt bien. On va aussi avoir la liquidité à prendre sous ce creux, une liquidité qui est très très flagrante ici. Et plus c'est flagrant, mieux c'est un limite, bien évidemment, puisque ça peut vouloir aussi souligner qu'on a beaucoup de liquidités sous ces creux qui sont flagrants. J'en parle très souvent dans la matinale Admirals chaque matin pour les scénarios du jour. On va donc avoir déjà ce critère de break-off structure, de la liquidité ici également qui est créée. On va également pouvoir rajouter ici la zone premium et discount. Donc, hop, étant donné qu'on est à la hausse, on est intéressé par quoi? Par la zone tout simplement qui est ici présente, la zone donc de discount, dans laquelle uniquement sous la liquidité, puisqu'on veut, attention, hein, idéalement que la liquidité soit prise dans un premier temps pour se dire que notre zone de demande a de la valeur, a de la pertinence, et eh bien on va regarder juste uniquement en dessous. Et en dessous de ce niveau-là, ben, quand je regarde ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai cet espace du coup fair value gap, imbalance présent ici, et juste en dessous, eh bien, j'ai ma zone, même order block pour le coup, qui est une zone optimisée de zone supply and demand, mais là on parle de zone de demande dans cet exemple ici, eh bien on a cette dernière bougie de baisse avant la hausse, et on se retrouve sur un test de la zone. Un test de la zone qui se fait en une bougie, réaction sur la bougie d'après, on reviendra un petit peu comme ça, et ensuite on fera notre petit chemin ici pour aller achever finalement le full scénario en direction de ce sommet ici, sommet opposé bien sûr à la tendance. Donc à partir de là, la méthode d'intervention du coup qu'on peut avoir, c'est comme je vous le disais, soit un ordre en attente de base présent par exemple ici. Donc là pour le coup ça fonctionnerait bien sûr, mais c'est quand même l'approche la plus risquée. Si on attend la formation d'une bougie convaincante, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a une bougie haussière ici, là on en a une autre, là on a une bougie déjà plus intéressante, c'est la troisième bougie consécutive de hausse ici, qui a tendance à marquer justement l'intervention et en tout cas le maintien du rebond de cette zone de demande. Donc ça peut être la solution ici, par exemple, avec réaction bougie chandelier japonais sur l'unité de temps ici, mais attention, c'est quand même du weekly. Si on veut descendre, par exemple, sur du graphique H4, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer dans cette fameuse zone aussi? On va pouvoir regarder plusieurs petites choses. On a ici, à un moment donné, le marché du coup qui finit par se retourner. Alors on a un choc qui est relativement agressif qui va se présenter ici, comme ça, donc je vous le mets là. C'est un choc agressif parce que c'est pas un choc de grande qualité. Sinon, on aurait idéalement, par exemple, je vous montre ça là tout de suite. C'est un exemple assez intéressant parce que c'est un exemple assez concret.
on aurait par exemple ici eu un sommet comme ça aurait été un choc nettement plus pertinent que de casser ce sommet ici, plutôt que de casser celui-ci. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas continué. On n'a pas continué par le bas. Donc là, c'est ce que j'appelle un choc relativement agressif. Mais regardez ce qui se passe par la suite, du coup, on a un retour dans cette zone également de demande ici. D'accord? Et même si on n'a pas cette zone-là, ce sommet-là, du coup, revient relativement haut. On a ensuite le marché qui consolide. On revient prendre de la liquidité ici, sous ces creux-là, pour revenir encore sur une zone ici de demande. Alors, zone de demande de moins grande qualité, bien sûr aussi. Pourquoi? Eh bien, parce que, regardez, ici, on ne casse pas hop, la structure précédente. Cette structure-là est respectée. Donc, pareil, ici, ça marche dans cet exemple, mais c'est de moins bonne qualité sur le long terme que, bien sûr, si on avait un choc du coup de meilleure qualité, par exemple avec ce sommet à briquet. Donc là, en effet, on a cassé quand même un sommet, c'est juste un sommet un peu interne, mais pour le coup, on a déjà de plus grandes probabilités, on va dire, de rebond dans cette zone ici. Donc si je prends cet exemple-là, qui n'est pas un exemple parfait, je voulais vous montrer aussi un petit peu ce que c'est que la réalité du coup du trading supply and demand et le fait de se dire on n'aura pas toujours les conditions parfaites pour exécuter. Et ça doit faire partie de votre stratégie. Vous devez pouvoir vous dire, est-ce que pour autant, je suis prêt à le trader, je le comptabilise dans mon backtest, est-ce que sur le long terme, ça me permet de faire de belles choses également ou pas? Parce que là, du coup, je vous retrace cette zone, cette petite zone aussi également ici présente, où pour le coup, vous pouvez intervenir toujours de la même manière, soit sur ordre en attente, d'ailleurs sur le prix médian ou pas de la petite zone en question, avec un ordre ici stop protégé plus petit encore. Alors les plus conservateurs iront carrément en dessous de la zone plus large, bien sûr, sinon présent sous ce sommet-là pour le stop. On peut aller targeter ensuite des choses relativement différentes. On peut chercher des ratios fixes, comme je vous disais tout à l'heure, à 1 pour 1. Là, on peut chercher le dernier sommet à 5,50, ou on peut même se dire, on va chercher du coup le scénario, le full scénario, du coup de l'unité de temps supérieure. Et forcément, vous en doutez, plus vous allez travailler sur des horizons de temps importants, avec des zones du coup institutionnelles majeures, et plus les mouvements, les ratios, tout ça, plus tout ça pourra être nettement, bien sûr, plus grand. Vous le voyez sur cet exemple, du coup, avec quelque chose de juste énorme, du 34,8%. Alors attention, ça n'arrive pas tous les jours. Ici, je voulais juste vous montrer un exemple très très beau pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Et ensuite, bien évidemment, ça laisse des traces, la trace de la smart money qui nous permet, sur ces zones de supply, de pouvoir trouver ensuite, nous autres, petits particuliers, il y a d'autant plus d'évidence et d'indices laissés sur les marchés par les traces de la smart money pour pouvoir bénéficier de leur billet directionnel et essayer de jouer ce scénario-là. Vous pouvez retrouver ensuite, par exemple, ici sur du H4, des petites zones de continuation que je vous ai marquées justement ici, par là, ici, et continuer ce billet directionnel dans un scénario nettement plus large aussi. Vous aurez forcément plus de probabilité de succès avec ce genre d'approche. Voilà pour cette vidéo stratégie plus en détail sur les supply and demand institutionnels. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder ces vidéos également, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto la semaine prochaine.